milieu des années 90, j'ai eu la chance de faire partie de ceux qui ont amené Internet en France. Et ça m'a donné un point de vue tout à fait extraordinaire, puisque j'ai réalisé à ce moment-là que on avait peut-être moins un changement de civilisation qui s'opérait devant nous qu'un changement d'espèce, une évolution d'espèce. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille là-dessus tenait au fait que finalement aujourd'hui, si je mets une petite phrase dans un forum, ou si je fais un tweet, ou si je lis des tweets, ou si je tag une photo dans un réseau social, eh bien immédiatement, ça peut me lier par le sens à d'autres personnes. Ça veut dire que finalement, nous passons notre temps à déposer ou à suivre des phéromones sémiotiques, ça veut dire des bouts de sens, et avec ces bouts de sens, nous nous connectons les uns les autres. Et chaque seconde, on peut voir Internet comme un métier à tisser qui crée du lien, qui crée de la relation, alors pour le meilleur et pour le pire. Je ne dis pas ce qu'on va en faire de ça. Mais en tout cas, je pouvais à ce moment-là vraiment voir une évolution d'espèces, et ça m'a donné l'envie, au début des années 2000, de tout lâcher ma vie corporate pour me consacrer à la recherche et au développement dans l'intelligence collective. Et ce dont je ne me doutais pas à cette époque, je ne savais pas à quel point ça m'emmènerait dans une aventure bien sûr intellectuelle, existentielle, mais aussi également spirituelle, puisque ça touche évidemment aux grands changements que nous avons dans notre vie. Alors l'intelligence collective, qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Eh bien déjà, on peut en parler comme une nouvelle discipline de recherche qui explore quoi ? Eh bien l'intelligence collective, à savoir comment le vivant social se structure et comment il arrive à faire parfois des organismes sociaux, des sociétés à part entière qui semblent même parfois, quand elles fonctionnent bien, fonctionner comme nos corps. Finalement, l'évolution dans le passé, elle a déjà fait ça, elle a mis ensemble des cellules, des protéines, et puis plein d'autres choses, des bactéries bien entendu. Et ce qui font nos corps aujourd'hui, ce qui fait la vie animale et la vie végétale. Eh bien, il semble que ce mouvement continue et j'ai décidé d'explorer ça. Alors, comme toute discipline, eh bien, il faut commencer par le commencement, à savoir déjà s'intéresser aux différentes formes d'intelligence collective qui existent. Et je vous propose déjà de vous parler très rapidement, très succinctement des 4 grandes formes en suivant le fil de l'évolution. À commencer par cette première forme d'intelligence collective, peut-être la plus ancienne, celle qu'on appelle l'intelligence collective en essaim. Alors là, vous n'avez pas un essaim de poissons, vous avez un banc de poissons, mais en tout cas qui va mettre un grand nombre d'individus ensemble. Quand je dis individus, il peut s'agir de fourmis, il peut s'agir de bisons, donc un grand troupeau, un grand nuage d'oiseaux, des abeilles bien entendu, les insectes sociaux. Et à chaque fois, on a ce point commun qu'on a un grand groupe d'individus ensemble, et avec au niveau de l'individu une marge de manœuvre plutôt restreinte. Soit par design, la fourmi ouvrière sait faire un certain nombre de choses et pas d'autres, soit par circonstance. Vous voyez le poisson ici, dans ce banc de poissons, il suit le banc, et il ne fait pas grand-chose d'autre. Et pourtant, au niveau collectif, on peut avoir une intelligence émergente extraordinaire. Quoi de plus intelligent qu'une fourmilière, par exemple, qui résout des problèmes incroyables et qui s'adapte sans cesse à des environnements changeants et complexes. Alors venons-nous de ce type d'intelligence collective nous-mêmes. Eh bien, je veux dire que ça caractérise un petit peu notre espèce, enfin, elle ne se fonde pas là-dessus, mais nous traversons ce genre de situation de temps en temps. Notamment, par exemple, vous avez une magnifique photo ici du marathon de New York. Vous avez 10 000 personnes qui se mettent à courir ensemble ou qui pourraient manifester. Et on a là ce contexte d'intelligence collective, cette intelligence collective en essaim. On connaît aussi tous ce genre de situation un petit peu moins rigolote, dans laquelle on se trouve dans nos voitures en train de râler, avec une marge de manœuvre là aussi plutôt restreinte. Et pourtant, au niveau collectif, ça permet de remplir et de vider une ville chaque jour. Essayez de planifier ça. Donc vous voyez qu'au niveau émergent, on peut avoir des propriétés tout à fait intéressantes. Alors je vous disais que nous, on ne vient pas de ce type d'intelligence collective, nous venons de ça. Ce qu'on va appeler la deuxième forme d'intelligence collective, l'intelligence collective originelle. Pourquoi ? Parce qu'on vient de là. Et là, qui fonctionne un peu à l'inverse de la précédente, puisque nous avons un petit groupe d'individus, mais qui ont en soi une grande marge de manœuvre. Ils ont une grande individuation. On imagine bien qu'un de ces singes ici sait faire beaucoup plus de choses que les insectes sociaux ou que notre poisson dans le banc de poissons. Alors, cette intelligence collective originelle, eh bien, on peut très vite la comprendre par empathie. Là, j'ai mis cette photo que j'adore d'un groupe de jazz. On voit tout de suite ce qui se passe. On a nos cerveaux câblés pour ça, nous avons notre corps conçu pour ça, pour comprendre eh bien, ce phénomène de connexion. On voit tout de suite que chaque joueur fonctionne avec les autres joueurs, les autres musiciens, et qu'il y a un tout qui émerge qu'on appelle le groupe de jazz. Néanmoins, l'évolution a continué,
Et lorsqu'il s'agit de faire grandir tout ça, puisque ça reste cantonné à des petits groupes, eh bien l'évolution a créé quelque chose d'unique qu'on ne trouve pas dans le monde animal, mais uniquement chez le monde humain, ce qu'on appelle la troisième forme d'intelligence collective, qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale, qui a vu le jour avec l'invention de l'écriture, qui a permis de sortir des traditions orales pour que le message, le signal, puisse voyager et dans l'espace et dans le temps. Et là, tout d'un coup, ça a permis l'émergence de grands collectifs avec différentes caractéristiques, notamment des pouvoirs centralisés, voire très centralisés. Dans toutes les premières civilisations, on a des dieux vivants, hein. Et puis des castes, un système de castes ou de classes sociales, avec des chaînes de commandement, et puis aussi une répartition tout à fait inégale des ressources, en particulier des ressources financières, puisqu'on trouve toujours évidemment beaucoup plus de concentration d'argent ou de monnaie à la tête plutôt qu'à la base. Et puis l'évolution ne s'arrête pas là, même si nous vivons encore aujourd'hui dans un monde essentiellement constitué d'intelligence collective pyramidale, nous entrons dans cette nouvelle ère que j'explore, celle de l'Internet. Là, nous avons d'ailleurs une photo déjà assez ancienne de l'Internet, où là, la structure sociale et humaine se trouve beaucoup plus distribuée. On a des structures distribuées, rhizomatiques, ça fonctionne un peu comme le rhizome des forêts sous nos pieds, ou comme nos cerveaux, donc distribuées, décentralisées, pair à pair, innovation verte, etc., etc. Alors voilà, là je vous ai vraiment scanné très très vite ces 4 grandes formes d'intelligence collective, avec maintenant une question, pourquoi ça évolue? Reste pas toujours pareil. Eh bien, on remarque de toute façon, dans l'évolution du vivant, il y a quoi qui fait changer un système, il y a quoi qui fait changer la vie? Eh bien, en général, quand une espèce marche, elle se reproduit, elle se multiplie, jusqu'à finalement entrer dans un mécanisme d'étouffement qui va générer une explosion de complexité. Et en gros, la forme d'avant ne suffit plus, soit ça s'effondre, soit ça atteint un nouveau seuil de complexité. Eh bien, si on regarde l'histoire de l'intelligence collective humaine, dont je démarre là sur l'intelligence collective humaine originelle, on a connu, nous l'humanité, une première très grande crise. Alors on ne l'a pas vue parce qu'elle a sévi, cette crise, sur des milliers d'années, mais lorsque l'humain a commencé à se sédentariser, autrement dit, il a déployé l'agriculture, les premières villes ont commencé à apparaître, et nous avons eu une explosion de complexité à ce moment-là, qui fait que la tradition orale et la proximité ne suffisaient plus. Vous voyez ici, dans cette image-là, vous avez une extraordinaire propriété de l'intelligence collective, je vais mettre un gros mot dessus, qu'on appelle l'holoptisme, du grec holos, holistique, le tout, et optisme. Ce groupe-là, il marche, ce groupe de jazz, parce que chaque joueur, non seulement il a son individuation, il sait bien jouer de son instrument, mais en plus, il a cette capacité de se représenter le tout, le groupe de jazz, ou l'équipe de sport, ou le comité de direction, peu importe, mais on a cette représentation du tout qui se met en place. Si on augmente le nombre, eh bien, ça ne marche plus. L'holoptisme, nous le perdons, et nous devons passer à une autre structure. Ici, évidemment, l'orchestre symphonique, ou l'orchestre polyharmonique, où là, on va avoir évidemment des personnes qui vont commencer à prendre le commandement par nécessité pour faire les grandes choses. Et cette situation, donc cette transition a eu lieu comme réponse à une première grande crise avec l'invention de l'écriture et qui a permis justement, je vous le disais, de déployer tout ça. Eh bien aujourd'hui, on vit une deuxième grande crise. L'intelligence collective pyramidale, qu'on appelle panoptique, donc ça veut dire où vous avez tout en haut quelqu'un qui a la vision d'ensemble mais qui ne voit pas le détail, ou tout en bas vous avez les gens qui ont la vision du détail mais pas la vision d'ensemble. Ça a marché pendant très longtemps, mais aujourd'hui, eh bien, ça a explosé partout et ça a créé un nouveau niveau de complexité en générant aussi plein de maux. Eh bien, la pollution, le réchauffement climatique, les inégalités sociales, les guerres de territoire, les guerres pour la rareté, les choses rares dans le monde, etc., la concentration de la richesse, tout ça finalement relève de problèmes créés par cet écosystème qui a émergé et qui s'étouffe aujourd'hui sur lui-même. Et la bonne nouvelle dans tout ça, eh bien, ça donne naissance évidemment à cette nouvelle forme d'intelligence collective, je vous disais, holomidale, quatrième forme, du grec holos, holistique, et qui là permet de relier le local au global, le pair à pair, l'innovation ouverte, l'arrivée de l'imprimante 3D, tout ce qui touche aussi à l'humain augmenté, connecté, etc. Et encore une fois, pour le meilleur et pour le pire. Je n'ai pas d'idéologie, je ne viens pas vendre des lendemains qui chantent. Il y a en tout cas des nouveautés qui se font. Alors, cette intelligence collective holomidale, je pourrais vous en parler comme beaucoup le font, à savoir effectivement d'écrire,
les futurs modèles économiques, la société post-argent, j'en parle souvent. L'argent servait très bien pour l'intelligence collective pyramidale, mais ça ne convient plus lorsqu'on veut entrer dans une économie du partage, des ressources, etc. Je pourrais vous en parler au niveau de la délocalisation de la production, etc. etc. Mais j'ai envie d'aborder ça sur un autre plan. Et là, ça touche vraiment à la quintessence de mes recherches de ces dernières années, parce que je me disais, OK, on a tendance à voir toujours les choses sur l'extérieur, les questions d'écologie, comment on va résoudre tel ou tel problème, et on oublie la question de l'intérieur. Ça veut dire comment nous, en tant que personne, nous allons nous transformer. Quelle conscience va m'habiter si j'évolue? Quelle conscience va nous habiter si nous évoluons? Autrement dit, finalement, nous existons tous comme des hologrammes de la société. La société, elle existe en moi, elle arrive par moi, et je la reproduis. Et je la reproduis comment, justement? Eh bien là, par exemple, je vous parle français, je vous parle donc une langue, et j'utilise un objet collectif qu'on appelle une langue. Une langue, quand on regarde son histoire, elle fonctionne comme une sédimentation de représentation du monde à des époques diverses et variées qui va du passé très lointain jusqu'au présent. Mais aucune langue au monde, qu'il s'agisse de français ou de chinois, ne me permettra de me représenter ou de me donner une expérience de conscience de demain. Aucune au monde. Et je pourrais dire la même chose pour les codes sociaux. Les codes sociaux existent depuis le passé jusqu'à maintenant. Ils servent à perpétuer et à reproduire une société, mais ils ne vont pas me servir si je souhaite évoluer. Donc, dans mes recherches, j'ai commencé à me poser la question de me dire, tiens, par exemple, dans la langue, il y a quoi aujourd'hui? Alors, je parle français, je parle couramment l'anglais, je parle pas trop mal l'espagnol. Je me concentre sur le français et l'anglais. Je me dis, tiens, il y a quoi dans ces deux langues qui se ressemblent qui aujourd'hui peut me limiter? Et j'ai découvert un certain nombre de choses, et notamment j'ai fait un choix. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous l'avez ressenti. Je parle un français différent qu'on appelle le F', prime pour dérivé du français, F pour le français. Si je parlais anglais, je parlerais en E'. Et j'ai décidé de supprimer le verbe être. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas utilisé cet auxiliaire, le verbe être, dans mes phrases depuis que je vous parle. Alors pourquoi je m'amuserais à faire quelque chose comme ça, et quel lien avec l'intelligence collective? Je vous le disais, une langue, il s'agit d'un objet collectif. Si je dis, par exemple, Belfort est une ville froide, bon, je ne vous laisse pas le choix. Je vous dis c'est, comme ça. Ça veut dire, première chose, que je vous impose une réalité que je vis comme absolue, et moi-même, je ne me connecte pas à moi-même comme créateur de cette expérience. Ça veut dire que j'utilise la forme ordinaire du langage pour dire les choses qui sont ou ne sont pas, desquelles je me détache, je ne me vois plus moi-même comme observateur et comme créateur de cette expérience, et je vous impose cette expérience comme une expérience qui n'a rien à voir avec moi. Donc vous voyez déjà, le fait de ne plus utiliser le verbe être me permet de dire, ben voilà, je ressens telle ou telle chose, je vois telle ou telle chose, j'ai telle ou telle expérience, mais je ne vais plus dire les choses sont ou ne sont pas. Deuxième point, en retirant le verbe être, vous savez, être ou ne pas être, to be or not to be. Je décris, si j'utilise le verbe être, je décris le monde de façon aristotélicienne, ça veut dire donc de manière binaire. Les choses sont ou ne sont pas. Il me semble que la réalité nous offre effectivement un continuum beaucoup plus grand d'impermanence, de choses qui se transforment. Et en n'utilisant pas le verbe être, ça m'a permis de faire évoluer le langage. Ça n'a pas tout résolu. Mais rien que cet exemple-là, ce tout petit pas, m'a demandé de faire descendre dans le corps une pratique, je veux dire, très rigoureuse, et qui a changé non seulement mon propre narratif pour moi-même, mais aussi mes relations avec les autres. Je vous prends un autre exemple. Les codes sociaux. Aucun code social n'existe là par hasard. La façon dont on se dit bonjour, la façon dont nous mangeons, etc. Tout ce que nous faisons, nos postures, ont un rôle qui perpétue le passé et le présent. J'ai décidé dans ma vie que dans une conversation, je parlerai toujours après une longue respiration. Bon, je peux vous dire que le temps que je fasse la respiration, il y en a plein d'autres qui ont répondu avant moi. Alors, ça fait quoi? Eh bien, ça fait que je parle peu, sauf quand on me le demande. Je parle toujours avec la permission. Eh bien, rien que ça, en désactivant ce code social, en changeant, j'ai changé quelque chose de l'ordre du collectif, les codes sociaux, et ça m'a permis déjà de vivre une vie tout à fait différente d'avant. Je veux dire, on m'écoute certainement beaucoup plus aujourd'hui, et surtout, je vois tous les gens qui adoptent ce mode de fonctionnement, les collectifs qui adoptent ce mode de fonctionnement qui se transforment. Alors je pourrais continuer comme ça sur des tas d'exemples. Je pourrais vous parler d'alimentation, je pourrais vous parler d'économie aussi. J'ai choisi de vivre dans l'économie du don, par exemple. Et là aussi, ça change encore des choses, beaucoup de choses. Mais ce que je veux vous dire, peut-être l'invitation que j'ai de vous et de nous questionner,
qu'avons-nous envie de changer dans notre corps, ici et maintenant, parce que la société et le collectif vivent en nous, ici et maintenant, et nous pouvons le changer. Merci beaucoup.